Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, un bon dimanche chaud, on va le dire, hein, grosso modo. On va être dehors, on va faire plus d'apéros que de petits mijotés dans la maison ou dans le four, je crois. Aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on va prendre les nouvelles d'un ami. Figurez-vous, un ami qui ne va pas très bien. Je veux parler de notre ami, enfin l'ami de certains, en tout cas, le cochon. Comment va le cochon en France? Comment se porte-t-il? Comment se portent les professions de toute la filière, depuis les producteurs jusqu'aux transformateurs, jusqu'au client final, souvent dans des boutiques de nos charcutiers traiteurs? Comment va-t-il le cochon? Pas super bien, je suis un peu la tristesse de vous le dire. Il va pas super bien parce qu'il est stigmatisé, parce qu'il est montré du doigt, montré du doigt évidemment, et parce que aujourd'hui c'est devenu un enjeu politique, bien malgré lui et bien malgré les amateurs et les professionnels de la filière. Donc dans l'émission, on parle de cochon où tout est bon selon certains. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour David Baroche. Bonjour Vincent Ferniaud. C'est gentil d'être venu David. Alors vous êtes à la fois charcutier de métier, et puis de famille en plus, bien sûr. Restaurateur et cuisinier, par la force des choses, j'ai envie de dire, et par l'époque aussi, parce qu'aujourd'hui le charcutier, s'il veut se diversifier un petit peu, il cuisine de plus en plus, il est de plus en plus traiteur et de moins en moins charcutier. Oui, mais enfin dans le mot charcutier, il y a quand même la base de notre métier qui est charcutier, et nous sommes les précurseurs de la charcuterie. Oui, c'est charcutier, c'est ceux qui cuisent la chair. Exactement. Pour les différencier des bouchers qui en découpent la chair, mais vendent plutôt de la chair fraîche, Exactement. de la chair crue. Exactement. Alors que le charcutier, lui, il cuit. Et la troisième branche, c'était les rôtisseurs. Voilà. Mais le charcutier est aussi un salaisonnier, est aussi un fumeur. Enfin, voilà, il y a plein de métiers qui sont liés à la charcuterie. Mais voilà, le produit de base, c'est le cochon. Et le cochon, aujourd'hui, comme je le disais, il va pas très bien. Vous avez suivi certainement les déboires de ces grands banquets où les mangeurs de cochons sont stigmatisés. Alors, moi, j'ai un principe dans la vie, David Baroche, je crois qu'on a un peu le même, et on va voir au cours de l'émission comment on s'en sort de cette histoire. C'est vous mangez ce que vous voulez, du moment que vous me laissez manger ce que je veux. Voilà, c'est un peu le principe de la République, la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. Donc, tant qu'on vient pas me chercher, moi, je laisse chacun décider de son régime alimentaire. D'ailleurs, on avait fait il y a 15 jours une très belle émission sur les interdits alimentaires liés à différentes religions ou différentes philosophies. Moi, il n'y a aucun problème là-dessus, du moment que moi, on me laisse faire comme je veux. C'est un peu le problème avec les charcutiers aujourd'hui qui sont un peu montrés du doigt. Oui, mais c'est le principe de la laïcité, en fait. Chacun peut manger ce qu'il veut. Et même la laïcité politique, parce que c'est pas uniquement une affaire de religion. Oui. Alors, vous disiez effectivement que le cochon n'allait pas très bien. Je mettrai un bémol. Il y a des maisons dans lesquelles le cochon va très bien, parce que d'abord il est bien élevé, et il est bien cuisiné, et il est bien vendu, et on en prend soin. Oui, il faut rappeler d'ailleurs de ce point de vue que c'est la première viande vendue en France. Et l'une des moins chères. Et certainement l'une des moins chères, et même à qualité égale avec le poulet qui lui tire un peu la bourre. Voilà, ils se passent l'un devant l'autre au fil des années. Mais en tout cas, voilà, le cochon reste la viande la plus vendue chez nous. Et dans le monde, il y en a pas mal quand même, parce que les Chinois, étant consommateurs de cochons, ils en produisent pas mal aussi, donc c'est une filière qui se porte bien. Mais vous l'avez certainement vu, il y a une dizaine d'années, je dis ça parce que ça ressort en ce moment, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé le jambon cuit, notre jambon de Paris, on pourrait dire, mais qui s'appelle pas comme ça dans d'autres pays, comme produit cancérigène, pratiquement à égalité avec le tabac, c'est-à-dire dans la même catégorie. Pour vous, c'est un non-sens. Pour moi, c'est un non-sens. Et vraiment, merci de nous donner la parole, parce qu'on a vraiment besoin de défendre notre produit. On ne peut pas comparer les produits fabriqués par les artisans charcutiers et les produits qui sont fabriqués par les industriels. Oui, mais on peut opposer que l'OMS s'occupe du monde et que c'est un peu un particularisme français, du moins européen, occidental, les artisans charcutiers. Je suis parfaitement d'accord avec vous, et c'est à nous, défenseurs du cochon, syndicat de nous des charcutiers du Grand Paris, de prendre la parole et de parler clairement des produits que nous fabriquons. On ne peut
absolument pas. On peut peut-être parler des étiquettes que vous avez relevées aujourd'hui, mais enfin, on va en parler. On ne peut absolument pas comparer le produit. J'ai apporté ici un jambon qui est fait sans sel nitrité, qui a cette belle couleur rose, et nous n'avons pas toujours besoin d'utiliser du sel nitrité pour nos charcuteries. David Barros, je vous ai dit le gros mot, sel nitrité. Oui, je l'ai dit. Parce que c'est évidemment ça qui est en cause en premier, et il n'y a pas que ça. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai passé un coup de fil à un ami, comme dans certaines émissions, Raphaël Aumont, qui est chercheur à l'Université de Paris-Saclay, qui s'occupe de physique et de chimie, mais notamment appliqué à l'alimentation. Il a beaucoup travaillé avec Thierry Marx sur le sujet. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Raphaël, merci d'être avec nous ce matin. Raphaël, on vient de dire le gros mot. Sel nitrité, qui est l'objet de toutes les critiques, de toutes les peurs aussi irraisonnées parfois. De quoi s'agit-il, le sel nitrité dans le jambon ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement sel nitrité. Alors d'abord, moi j'ai toujours le mauvais rôle quelque part des fois de physico-chimiste. Non, mais on a besoin de comprendre. Je tiens à dire quand même que moi je suis né en Bretagne et mon grand-père était charcutier. Moi à 8 ans je faisais du pâté, des boudins blancs, des trucs comme ça. Donc non mais c'est ça qui m'a donné cette passion de comprendre ce qui se passe quand on transforme les produits, pas quand on ultra transforme, quand on cuisine. Voilà, quand on transforme simplement. Et c'est des métiers qui sont passionnants. Donc voilà. Et on vous voit souvent dans vos vidéos sur les réseaux sociaux ou à la télé avec le docteur Jimmy Mohamed, où vous expliquez l'alimentation par l'intérieur. Exactement, parce que autant l'artisanat, ça a du sens, c'est parfait, mais l'ultra-transformation, effectivement, il ne faut pas tout mettre dans le même paquet, en fait, c'est ça. Donc quand on parle de l'OMS, quand on parle du sel nitrité et tout, juste pour recadrer un peu le contexte, l'OMS se base sur des articles scientifiques. Donc c'est vrai que ça fait depuis, comme vous l'aviez dit en introduction, depuis 2015, ils ont pointé du doigt la notion que la viande transformée est associée à des risques accrus de cancer. Oui. Voilà. Colorectal, en particulier. Voilà, mais il y a un article encore plus récent là de début d'année qui a été mené sur 105 000 patients sur 15 ans, ce qui est quand même pas rien. Oui, c'est une belle étude. C'est une très très belle étude qui est menée par l'INSERM, donc bravo aussi la recherche française au passage. Et donc effectivement sur 105 000 personnes sur 15 ans, on commence quand même à avoir du recul. Et ils ont pointé l'impact effectivement sur les additifs, les conservateurs. Vous avez cité le sel nitrité, mais il y en a plein d'autres. Il y a notamment les sorbates, les sulfites, les nitrates, les acétates, les érythorbates. Voilà, donc je peux vous faire toute la liste. Ça c'est de la recette de cuisine, ça. Voilà, ça c'est une belle recette. Voilà. Ça donne faim. Non mais c'est des produits, attention, c'est des produits qui peuvent être naturels aussi, qu'on trouve naturellement. Bien sûr. Voilà. Donc en fait sur ces 17, ils ont regardé 17, pour vous faire court, ils ont regardé 17 additifs et il y en a 8 qui posent vraiment problème et qui augmentent quand même les risques, comme vous disiez, de cancer colorectal, de prostate, cancer du sein chez la femme. À chaque fois, c'est plus de 20%, de 30%, ce qui est monstrueux. Donc c'est en ça que l'alerte, elle a été mise. Excusez-moi, mais donc, si je comprends bien, non plus, si je comprends bien, ce n'est pas uniquement digestif, ça touche à d'autres cancers, peut-être parce que ce sont des problèmes inflammatoires. On sait que le cancer est souvent lié à des problèmes d'inflammation, ou alors hormonaux, parce que là aussi, ça peut jouer. En fait, ils ont pointé du doigt l'ultra-transformation et les produits industriels, essentiellement, avec ces excès. Alors, pour vous faire simple, comme vous parliez des nitrates, en fait, les nitrates, comme je vous disais, effectivement, ça peut être des monstres, dire, c'est quoi ces mots-là, un peu compliqués. Il y en a dans la salade, il y en a dans le céleri, c'est naturel, le nitrate en soi n'est pas dangereux. Par contre, effectivement, quand on va l'ingérer, une partie peut être transformée par le corps, notamment, il va devenir des nitrites. Ces nitrites vont réagir avec des protéines, des amines, etc., pour devenir des nitrosamines. Voilà, ça c'est votre petit cours de chimie. Oui, les nitrosamines, moi j'aime bien, oui. Voilà, mais c'est des phénomènes d'oxydation. Et du coup, ces nitrosamines vont endommager l'ADN. Et si ça endommage l'ADN, ça va augmenter les risques de cancer, évidemment. Oui, parce qu'on sait que le cancer, enfin, je fais simple, moi je suis pas médecin, mais j'essaye de comprendre. Le cancer, c'est une cellule qui s'affole, en quelque sorte, dont l'ADN est corrompu. L'ADN a été attaqué, avec des radicaux libres, il y a des oxydations, il y a des phénomènes comme ça. C'est pour ça que la plupart du temps, on va prendre des
antioxydants qui sont des conservateurs aussi pour limiter ce phénomène de réaction avec les nitrites et les nitrosamines notamment. Oui, parce que ce phénomène d'oxydation, Raphaël Aumont, c'est juste la vie, hein, puisqu'on respire de l'oxygène. C'est à la fois ce qui nous fait vivre, mais c'est ce qui nous fait mourir à petit feu aussi. Mais ça, c'est en droit pareil, hein. Le poison, c'est la dose. Donc, il en faut un peu, mais pas trop non plus. Mais c'est comme l'eau. Oui, c'est tous les produits ont une dose létale. C'est en soi. Maintenant, il faut pas abuser. C'est qu'effectivement, le danger et les abus qui ont été, c'est de remplacer tout le sel, le chlorure de sodium, par du sel nitrité. D'accord. Et donc, on se retrouve avec des doses monstrueuses dans le jambon. Alors, oui, il devient rose presque fluo. Mais le problème, c'est que là, vous ingérez des grandes quantités de nitrites et de nitrates. Et ça, c'est entre guillemets gratuit. Et donc, évidemment, le corps, là, il y a un souci. Il va dire stop, ou il va très mal réagir. Je le disais. Mais une fois encore, il n'y a pas que les nitrates, hein. Non, parce que je vous ai envoyé les photos des étiquettes des jambons industriels. En fait, je m'aperçois, Raphaël Aumont, que plus on baisse le sel nitrité, hein, parce que tout le monde a évidemment cette idée de mettre sur le paquet pas de sel nitrité, moins de sel nitrité, mais on remplace par autre chose, hein, qui est parfois pire. On remplace par autre chose. Alors, il y a deux stratégies, effectivement. Et des fois, ça peut être simplement du marketing, et ça, c'est triste, parce qu'on va dire, ah, mais j'ai pas mis de sel nitrité, j'ai mis un bon bouillon de légumes. Bah ouais, mais les légumes, comme je viens de vous le dire, du céleri, des blettes, des épinards, c'est bourré de nitrates, naturellement. Et ces nitrates vont faire le même rôle, c'est la même molécule. Donc, vous voyez, c'est une fausse, des fois, c'est des fausses bonnes idées, c'est que du marketing. Donc, il faut raisonner les doses. Ça, c'est un premier point. Et puis, effectivement, par contre, on voit arriver de l'acide ascorbique, c'est comme de la vitamine C, des choses comme ça. Pourquoi pas? Voilà, il faut des alternatives. Et effectivement, il ne faut pas tout miser sur le même produit. Si vous diversifiez aussi tous ces ingrédients, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà. David Baroche, vous qui avez appris dès l'enfance la charcuterie avec votre père, j'imagine que le sel nitrité n'était pas un problème, surtout qu'il est apparu que dans les années 60 en réalité. Exactement. Vous avez vu une évolution dans le métier, vous qui regardez les jeunes travailler? Énorme, c'est-à-dire que quand j'ai commencé le métier dans les années 90, la tendance c'était 18 à 20 grammes de sel nitrité au kilo de viande. Un sel nitrité, combien de nitrates pour 1 kilo de sel, grosso modo? Enfin, alors, en fait, dans 1 kilo de sel nitrité, il y a 0,6% de nitrite. À savoir que, donc, effectivement, à l'époque, on en mettait 18 à 20 grammes. Aujourd'hui, nous sommes sur des charcuteries raisonnées. Nous mettons en général 12 à 13 grammes de sel parce qu'en fait, nos habitudes alimentaires ont changé. Et moi, ce que je préconise et ce que nous faisons, nous, à la charcuterie, c'est que nous divisons par 2 le sel nitrité et nous le remplaçons tout simplement par un sel de mer. Ça veut dire que on a vraiment divisé cette consommation de nitrite, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'agroalimentaire, mais ce qui est parfaitement faisable chez les artisans charcutiers. C'est pour ça qu'on va mettre en avant les artisans charcutiers dans l'émission. Allez, restez avec moi parce que on va s'occuper du produit lui-même, du cochon, enfin du jambon. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, ce matin, on parle des déboires du cochon, de la consommation de viande de porc en France, parce qu'il est un peu stigmatisé, le petit cochon rose. Mais qu'est-ce que vous laissez normal? L'alimentation, ça sert à dire qui on est. Hein. On est ce qu'on mange, donc c'est un produit extrêmement identitaire, vous vous en doutez bien. Et pour certains, des fâcheries, évidemment, des énervements, et puis parfois du clientélisme politique, hein, pour aller chercher des voix là où normalement on devrait être tranquille, on devrait pouvoir manger ce qu'on veut et que ça n'emmerde personne. Mais le cochon, voilà, c'est un peu l'emblème d'une France d'une France des campagnes qui peut être gênante vue de Paris. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? On en parle ce matin, on parle des déboires du cochon et surtout du jambon. Alors, on a vu en première partie avec David Baroche, qui est charcutier et restaurateur, que le jambon se porte plutôt pas trop mal et même bien. D'ailleurs, en fin d'émission, on parlera du jambon beurre, hein, parce que ça reste là aussi un emblème de notre sandwicherie nationale. Raphaël Aumont, qui est chercheur à Paris-Saclay en physique et chimie, nous a expliqué un petit peu les intrants, enfin tout ce qui rentre dans le produit ultra transformé, c'est-à-dire le jambon industriel, parce qu'on veut faire la différence, nous, et on va être rejoint dans un instant par Mélissa Djabourian, la présidente des charcutiers du Grand Paris, parce qu'évidemment, quand j'ai dit on va parler du jambon, de la qualité des artisans, etc., elle a dit ah, je viens, elle va être là avec nous dans une minute. Mais pour l'instant, je me tourne vers le Morbihan où François nous attend au téléphone. Bonjour François.
Bonjour. Alors François, je dis François parce que vous n'avez pas souhaité, François, que je donne votre nom de famille. Hein. Vous êtes éleveur de porc en Bretagne, mais vous avez été plus que chahuté et même menacé après des passages à la télévision et à la radio. Ouais. Oui, il y a quelques années, suite à des reportages où des personnes, alors pas spécialement sur la consommation, mais sur les modes d'élevage. Bah oui, je me doute. On stigmatise et voilà. Donc du coup, François, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a, voilà. Mais bon, c'est comme François, ça. on est là pour se dire la vérité. L'élevage en Bretagne, c'est carrément un truc énorme. L'élevage porcin. Je le rappelle pour ceux qui nous écoutent. Globalement, il y a 3,5 millions de Bretons dans la région Bretagne. Il y a 13 à 14 millions de porcs abattus et dans un porc 4 porcs pour un Breton presque. Donc on comprend que ça puisse énerver. Oui, bien sûr, mais si on reprend un tout petit peu l'histoire, dans les années après la guerre, on avait dit vous avez les porcs, pas ERT, il faudra produire de l'élevage en Bretagne. Bah oui. La Bretagne était historiquement une terre très pauvre, avec du blé noir qui poussait. Bien sûr. Donc on avait l'élevage, on avait les porcs pour importer le blé et les différentes céréales. Donc l'histoire s'est faite comme ça. Maintenant l'industrie est comme ça. Et c'est vrai que la Bretagne, Pays de Loire, on fait 70% de la production française sur les 22 millions de porcs produits par an. Et puis l'histoire est là, malheureusement, on ne peut pas la changer. Et puis il y a deux choses. Hein. Il y a le produit, je dirais le produit tel que vous le livrez au transformateur, qui est le mieux fait possible, hein, parce que il y a forcément des brebis galeuses chez vous, on le sait bien. Et puis, mais vous faites le ménage dans la profession, et c'est bien aussi. Et puis il y a l'impact sur l'écologie, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous, on parle plutôt de la consommation de la viande de porc, dont on disait qu'elle reste la première en France quand même. Est-ce que vous, ce climat à l'approche des élections présidentielles, avec ce clientélisme, soyons simples, hein, on va dire que LFI et le Rassemblement national, chacun attire à lui sa clientèle, et je dirais que le cochon en fait les frais. Est-ce que vous avez le sentiment que ça impacte la filière, ce côté, je dirais, extrêmement politisé de la viande de porc ? Non, c'est dommage de stigmatiser une viande et par rapport à ce qu'on consomme. Si on consomme de la viande, du légume, on nous met dans une case. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à le faire. Moi, en tant qu'éleveur de porc, on n'a aucun souci, et mes collègues, il n'y a pas de problème non plus. On va pas se laisser avoir et se rattraper où est-ce qu'on veut nous amener. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques. On le voit sur différentes chaînes télé ou dans des radios, dans les journaux. Dès qu'on veut faire la fête, qu'on consomme de la charcuterie, on consomme vous parlez de la polémique autour du canon français, j'imagine. Oui, bon. Entre autres, il n'y a pas que. Entre autres, oui, mais enfin, c'est ce qui a fait parler le plus récemment. Effectivement. Exactement. Aujourd'hui, on consomme 31 kilos de viande de porc par Français par an, 75% en charcuterie, 25% en viande fraîche. La consommation, quoi qu'on en dise, fait qu'augmenter. Elle a augmenté de 2,4% depuis le début de l'année, 5% sur la viande depuis le début de l'année. Donc ça veut dire qu'il y a le consommateur français. Les personnes qui ne souhaitent pas en consommer pour différentes raisons, qui n'en consomment pas, mais qu'on n'empêche pas les autres personnes d'en manger, c'est tout. Après, c'est dommage de vouloir mettre dans des cases si on est viandard ou pas viandard, ou mangeur de porc ou pas mangeur de porc. Ouais, vous êtes pour la liberté, que chacun fasse ce qui lui plaît, quoi, en quelque sorte. C'est aussi, à mon avis, l'avis de Mélissa Djabourian, la présidente des charcutiers du Grand Paris. C'est au fond, laissez-nous manger ce qu'on veut et on vous laissera manger ce que vous voulez, quoi. C'est un peu ça ? C'est complètement ça. Mais tu parlais déjà, merci de me recevoir. Oh non, mais c'est bon, il n'y a pas aucun souci, mais le micro est ouvert à ceux qui veulent. Hein. Écoute, en tout cas, moi je suis contente parce que tu m'as invitée. Et comme j'ai dit au Gala des charcutiers il y a quelques mois, on ne pourra pas changer ce qu'on dit de nous. En revanche, on peut changer ce qu'on pense de nous. Nous, on vient pas faire la guerre à qui que ce soit, même si parfois, quand j'entends revenir sur le tapis le sujet de l'OMS, ça me rend folle, parce que ça date de 2015. Bah oui, mais ça ressort bien à propos, et Raphaël Aumont, chercheur à Saclay, qui était avec nous, qui est toujours avec nous au téléphone, nous disait tout à l'heure qu'il y a des articles plus récents avec des études de l'INSERM qui ont été extrêmement importants sur le risque de cancer lié à la consommation de produits transformés. Hein. Le jambon n'est pas seul en cause. Transformé, exactement. Ouais, et il ne faut pas résumer une étude de 15 ans sur une phrase choc. Bien sûr. Que tout le monde se tourne sans avoir lu aucun document scientifique non plus. Donc voilà. C'est ça. Il y a des juste en disant
Les viandes transformées, attention, ça peut être cancérigène parce que c'est bourré d'additifs. Effectivement, quand vous regardez une étiquette, là, type Nakis ou machin comme ça, c'est juste horrible. Il y a des dextroses, il y a il y a de l'eau. Pour baisser les coûts, on rajoute de l'eau. L'eau est pas stable, on rajoute des stabilisants. On met même pas du sucre, on met du dextrose, c'est-à-dire des sucres rapides. Et c'est catastrophique. Donc effectivement, on pense que tout le monde doit pouvoir manger comme ça, comme on veut, des grandes quantités en disant moi aussi j'ai accès à de la viande, matin, midi et soir. Eh ben non, il faut revenir à une alimentation raisonnée. Peut-être qu'on parle du poulet du dimanche, faudrait peut-être parler, je sais pas moi, le porc du samedi, mais pas manger midi et soir du porc à tour de bras et sachant que c'est de la très mauvaise qualité. Et évidemment, il y a un impact sur la santé. François, éleveur dans le Morbihan, je sais bien que vous êtes d'accord avec ça. Au fond, ça doit vous dédouaner un peu, vous faire plaisir de penser qu'un chercheur comme Raphaël nous dit c'est pas la viande du cochon qui est en cause dans cette étude de l'OMS ou même dans les études sur les produits cancérigènes, c'est tout ce qu'on va rajouter à la viande de cochon. C'est ça le message au fond, non ? Pas tout le monde. Hein. Oui, bon, moi je suis que éleveur et je me permettrai pas de réalimenter sur les qualités. Moi, par contre, une chose je veux dire, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de cette fameuse montée en gamme. Et donc le bio, le label rouge ou le cochon conventionnel qui représente en France aujourd'hui 80-90% de la production. Certes. Mais par contre, moi ce que j'ai à dire, c'est qu'on peut faire, et où je rejoins votre discussion, c'est qu'on peut faire une très mauvaise charcuterie avec un cochon dit bio et une très bonne charcuterie avec un cochon dit conventionnel. Ça dépend comment, bien sûr, comment on le transforme. Si c'est un produit brut, qu'on rajoute pas du sel, qu'on rajoute pas des conservateurs, pardon. Après, c'est une philosophie, un mode d'élevage que l'on a. Mais c'est pareil, on aurait opposé le bio par rapport au conventionnel ou au label rouge. Aujourd'hui, tout consommateur non plus ne peut pas se permettre d'acheter une tranche de jambon, même fabriquée chez un artisan à 50 € le kilo, versus il y a David 20 Baroche qui dit non de la aujourd'hui. tête, là. Non, il dit non. Il dit non. Je dis pas non, mais en fait, j'ai vraiment une question, moi, qui me brûle les lèvres. C'est pourquoi en sommes-nous arrivés là et pourquoi les industriels utilisent ce genre de produit ? On est aujourd'hui capable de faire une charcuterie raisonnée et de belle qualité dans nos maisons. Pourquoi les industriels utilisent ces produits ? On connaît tous la réponse. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire que chez moi, si je prends des cochons élevés sur caillebotis, si je le transforme, quand je tue mon cochon chez moi, on le tue à la ferme, je fais une aussi bonne qualité de charcuterie ou de viande qu'un cochon élevé bio. C'est pour ça que je n'oppose pas du tout. Je comprends parfaitement. Moi, ma question, c'est pourquoi les industriels de charcuterie, je parle bien de charcuterie industrielle, utilisent autant de saloperies, et pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de saloperies dans les charcuteries ? Ce ne sont... en fait, on ne peut même plus lire l'étiquette parce que c'est plein de produits chimiques, alors que c'est un produit artisanal. Demandons à Raphaël Aumont. Je suis pas plus bête qu'un autre. J'imagine que c'est pour garder de l'eau dans le produit parce que l'eau c'est pas cher, et aussi pour la conservation, non, j'imagine, Raphaël? Ouais. Exactement, parce qu'il y a ce qu'on appelle des DLC, des dates limites de consommation, d'utilisation, mais il y a aussi toute une stratégie de distribution de l'agroalimentaire, et effectivement, il faut qu'un produit, en gros, reste 21 jours dans un rayon. Donc, une mousse au chocolat ou un bout de jambon doit rester 21 jours minimum, donc évidemment, pour la stabilité, il faut mettre des astuces. Et puis, il y a l'astuce du coût. Vous voyez les produits, là, que vous avez rapportés, on trouve quand même des sacs avec des knackis, je sais pas, ou des cordons bleus, ou tout un de cochonneries. Non, mais à 3-4 euros le kilo, des fois. C'est complètement hallucinant, des trucs comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas mis de viande, on a mis du gras. Mais ça veut dire qu'on ment. Et pour stabiliser tout ça, mais bien sûr. C'est la pub, en fait, voilà, bien sûr. C'est ce qu'il y a sur l'étiquette. On fait croire avec des tas de labels. Vous savez, même le label bio, hélas, moi, j'ai encore regardé il y a pas longtemps une vinaigrette qui était soi-disant bio, qui était composé à 90% d'eau et avec du xanthane qui n'était pas bio dedans. Donc xanthane qui est un épaississant en quelque sorte, un gélifiant. Et qui lui n'est pas bio. Donc c'est juste hallucinant. Donc on arrive à détourner aussi la législation, à faire que du marketing et pour baisser les coûts. Voilà la réalité. Donc maintenant il y a une alimentation à double vitesse. Il y a des gens qui peuvent se permettre ou qui dépensent énormément d'argent pour acheter des produits de bonne qualité. Et à côté il y a du très très bas de gamme et ça c'est un vrai gros problème parce que ça fait une société qui est clivée aussi. Excusez-moi mais là il faut une petite coupure là pour reprendre son souffle. Là, le cochon est essoufflé. On se retrouve dans une minute. Merci François dans le Morbihan d'avoir été avec nous. La voix des éleveurs, c'est important aussi. On se retrouve tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente.
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Peut-on encore manger du cochon sans culpabiliser? Le jambon est-il un poison mortel? Ce sont les questions qu'on se pose. C'est tout bête, mais je sais que ça hante pas mal de nos auditeurs. Enfin, peut-être pas nos auditeurs, mais les auditeurs, certains auditeurs en tout cas, qui se posent la question pour moult raisons et qui sont politiques à l'approche des élections présidentielles de l'an prochain. Et donc, le cochon est devenu un enjeu politique. Mais moi, ça me gêne un peu parce que moi, je l'aime juste bien dans l'assiette, quoi. Qu'on m'ennuie pas trop avec la politique. Mais, mes amis, ce matin, nous recevons Mélissa Jabourian, qui est la présidente des charcutiers du Grand Paris, son bras droit, David Baroche, à la Confédération également, qui est, lui, restaurateur en plus d'être charcutier de métier, ce qui est pas mal, et Raphaël Aumont, chercheur en physique et chimie à l'Université de Paris-Saclay, qui est avec nous au téléphone, parce que lui, c'est le juge de paix en matière de tout ce qui n'est... Bah si, Raphaël, vous êtes le juge de paix pour tout ce qui concerne, tout ce qui concerne le cochon, sauf la viande de cochon. C'est-à-dire tout ce qu'on rajoute à l'intérieur et qui en fait un mauvais produit. Alors, ce matin... Oui, dites-moi. Non, c'est vrai. Non, mais c'est la science en fait. C'est prendre un peu de recul sur les choses et puis avoir une analyse peut-être un peu plus froide avec des chiffres. Mais effectivement, et quand vous parlez de viande, moi, effectivement, on regarde tout ce qui est rajouté, et même la viande en elle-même, sans être nutritionniste, mais je travaille quand même avec des médecins. La viande elle-même de porc, est une des viandes les plus maigres en fait, parce que non, mais c'est vrai parce qu'en fait la viande, le gras, il est isolé. Et donc il y a vraiment des parties maigres qui sont très très maigres. Il y a beaucoup d'eau, il y a des protéines naturellement, il y en a 20-25%. Il y a que 2 à 8 grammes de lipides dans les parties maigres. Et contrairement par exemple au bœuf persillé, qui est très bien en soi aussi, mais tout le monde parle sans arrêt du bœuf wagyu, etc. L'agneau est gras, il est partout. Et ben oui, alors que là, le porc, quand vous parlez sur des parties vraiment très maigres, mais c'est une viande qui est très très maigre et plutôt bien équilibrée d'un point de vue aussi acides gras saturés, insaturés, etc. Donc voilà. Donc on va dire que le jambon découenné et dégraissé, si on retire la bande de gras, et le blanc de poulet, ce sont des formidables apports protéiques. C'est les 2 premières viandes les plus maigres. Ouais, et les plus consommées, comme par hasard, comme quoi, voilà. Alors, ce matin, je me suis dit, on va quand même passer un petit coup de fil à un prof, un jeune professeur qui est prof au CEPROC, justement, cette école de charcuterie qui se trouve à Paris. Cette école de charcuterie, elle est, je dirais, dédiée au métier des charcutiers traiteurs, mais pas seulement. Il y a aussi des cuisiniers qui viennent s'y former au métier autour du cochon, mais pas seulement, Mélissa, parce que le CEPROC, c'est de moins en moins de charcuterie à proprement parler et de plus en plus aussi de cuisine et de préparation traiteur. On a plutôt un record quand même depuis 2-3 ans, on ouvre des classes. Donc la charcuterie, elle vend en poupe malgré... tout ce qu'on peut dire. Tout ce qu'on peut entendre, et c'est bien pour ça qu'on est ensemble ce matin pour essayer de mettre les choses un peu au point. J'ai passé un coup de fil à Adrien Brunet, qui est prof au CEPROC. Bonjour Adrien. Bonjour. Je dis jeune prof parce que je veux pas qu'on pense que vous êtes au bord de la retraite avec des pratiques d'un autre temps. Vous êtes bien dans votre époque. Quel âge vous avez, Adrien ? J'ai 31 ans. Voilà, c'est clair. Voilà, on peut être prof à 31 ans, avoir une longue expérience et un beau métier. Alors, je vous ai passé un coup de fil parce que, évidemment, la transmission est importante. Vous-même, vous étiez élève il n'y a pas si longtemps que ça, avant d'être prof. Et je voulais comprendre un peu l'évolution en matière justement de pratique. On a ce qu'on appelle les cahiers de bonnes pratiques dans le métier de la charcuterie et traiteur. Et c'est un cahier qui est évolutif, année après année, évidemment. On va l'amender en quelque sorte selon les connaissances scientifiques que l'on capte au fur et à mesure du temps qui passe. Comment est-ce que c'est perçu chez vous? Alors, les jeunes à qui vous enseignez d'abord le jambon de Paris, qui est un peu stigmatisé et dont on parle ce matin. Le jambon de Paris, le jambon cuit, qu'il soit au torchon, qu'il soit au bouillon, ou même cuit à la vapeur, en tout cas un jambon cuit. Est-ce que ça s'enseigne toujours, ou est-ce que c'est un truc d'un autre temps pour les jeunes? Non, bien entendu qu'on l'enseigne toujours et tous nos jeunes, quasiment tous nos jeunes le font en entreprise, toujours, et de façon artisanale. Et bien sûr que le cahier des charges, il évolue d'année en année et même en artisanal, on essaye de faire évoluer les choses et d'aller bien sûr de plus en plus vers le sans nitrite.
encore une fois, le sans nitrite, de mon point de vue, le sans nitrite complet, le client n'est pas encore prêt à avoir un jambon blanc. Un jambon gris. Voilà. Encore une fois, il faut quand même rappeler que les nitrites, c'est une question de conservation aussi. Et puis voilà, ça conserve la couleur de la viande. Oui, David Baroche nous le disait en début d'émission qu'il a beaucoup baissé, comme la plupart des professionnels des charcutiers traiteurs, la quantité de sel nitrité et même de nitrite dans le sel pour le sel nitrité. Et donc, on est peut-être à un quart ou un cinquième de ce qu'on mettait il y a encore 15 ans, quoi. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé, moi, on était à 100% de sel nitrité dans les saumures, par exemple. Ouais. Et aujourd'hui, on essaye plutôt d'être à 50%. Donc voilà, on trouve des solutions pour faire avancer les choses. Mais encore une fois, le fait de mettre des saumures avec des légumes cuits dedans et de faire des décoctions de légumes justement pour ajouter pour remplacer le sel nitrité. Ouais. Le contrôle est moins bon sur les produits, donc on a un peu moins de regard là-dessus. Ah oui, quand on met du sel nitrité, on sait ce qu'on met. Tandis que si on prend des blettes ou de la verdure, etc., ou du céleri, comme le disait David Baroche, on ne sait pas vraiment combien on en met selon le produit, quoi. Exactement, oui. Donc on préfère en mettre moins, mais en mettre quand même un peu, et garder le contrôle là-dessus. Oui, je comprends. Je comprends. Et de plus avoir le contrôle et de ne pas savoir exactement combien on a. Est-ce que vous souscrivez à ça, Raphaël Aumont? Au fond, le souci de savoir exactement le dosage de nitrite qu'on va mettre dans son produit charcutier, c'est important, versus prendre des légumes bio, mais dont on ne sait pas, au fond, la charge en nitrite. Oui, bien sûr. Mais après, le problème, c'est que bio ou pas bio, vous mettez des légumes, vous mettez des nitrates. Non, je dis légumes bio. C'est comme si vous mettiez des... Non, mais en fait, vous remettez quand même des nitrates. Donc, on croit que c'est mieux. Mais ce que proposait David, effectivement, c'était de baisser énormément la quantité de nitrate pur, de sel nitrité, de raisonner. Et effectivement, il y a un aspect aussi d'éduquer, c'est ce que vous disiez, et de transmettre. C'est pour ça que je rejoins tout à fait les propos du professeur, parce qu'il faut aussi éduquer le grand public et le futur consommateur, et les étudiants à manger du jambon peut-être de moins en moins rose. Et on l'appelle jambon blanc, on l'appelle pas jambon rose. Oui, et tout est comme ça aussi. Bah ouais, mais il y a un moment, il faut aussi le consommateur doit agir. Donc, mais c'est pour ça qu'il faut éduquer. Vous parliez tout à l'heure de politique. Il faut vraiment que l'alimentation soit un vrai sujet politique. Et ça, pas il n'y en uniquement a pas un prétexte. pour l'instant des candidats déclarés qui parlent vraiment de politique, d'alimentation, de science, de société. Ça reste des débats. Pour l'instant, on aura des pâquerettes. Donc c'est vraiment dommage. Ça. Vous avez raison. Je me tourne vers Mélissa Djabourian, qui est une jeune présidente. Vous, il n'y a pas si longtemps que vous étiez sur les bancs de l'école de charcuterie, on va dire, en apprentissage. Est-ce que, pour autant, vous avez vu déjà les choses changer, et est-ce que la Confédération de la charcuterie se fait l'écho de ces bonnes pratiques? Est-ce que vous êtes certes derrière vos artisans, vos adhérents, mais est-ce que vous vous tournez aussi vers l'enseignement pour porter la bonne parole? Non, mais on évolue déjà depuis... moi, j'ai commencé il y a 20 ans. Et déjà, ça commençait à évoluer, à faire de la charcuterie raisonnée, etc. Et maintenant, on en voit les preuves. En fait, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que c'est très politique aussi. On ne fait pas... Ce qui m'énerve, c'est que la comparaison, c'est pas une équivalence. C'est-à-dire que, depuis tout à l'heure, on parle de nitrite, de nitrate, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que on a classifié, en effet, en catégorie 1, au groupe 1 à l'OMS, la charcuterie. Déjà, on n'a jamais parlé de la charcuterie des artisans. On a parlé de la charcuterie des industriels. Alors, vous n'étiez pas là au début, mais on disait, dans le monde, en dehors de ce particularisme français et vraiment occidental, il n'y a pas vraiment d'artisans charcutiers. C'est sûr que dans la plupart des jambons mangés dans le monde, c'est du jambon industriel. Oui, sauf que quand moi, on m'envoie des articles de presse où il y a écrit en gros titre « Le jambon blanc, catégorie cancérigène », comme le tabac. C'est de la diffamation. Oui. Bah ouais. Pour moi, ça devrait être porté plus loin, c'est-à-dire qu'on devrait porter plainte contre ces gens-là qui font de la pure. Pardon. Vous dites on devrait qui? Bah nous, par exemple, le syndicat, on ne devrait pas laisser faire. Vous êtes le président du syndicat. Mais voilà, c'est pour ça que je suis là, pour rétablir la bonne parole, c'est-à-dire que on fait un amalgame, on englobe les artisans avec les industriels, alors qu'on ne fait pas du tout le même produit. Je tiens à préciser que demain, on vient de m'expliquer à quel moment on parle de charcuterie en général, un boudin blanc
où c'est de la viande maigre uniquement, il n'y a pas de gras dans le boudin blanc, émulsionné à chaud avec du lait infusé, des œufs et de la mie de pain, à quel moment c'est dangereux, et il n'y a pas de sel nitrité, c'est que du sel fin, à quel moment c'est dangereux pour la santé de manger ça versus de la protéine végétale en poudre reconstituée avec un exhausteur de goût pour faire croire que ça a le goût de bacon mais qu'il n'y a même pas un morceau de porc dedans et qu'on communique avec l'image du cochon sur ce produit. Ces mêmes personnes qui nous lapident place publique sur le cochon mangent ce type de vraiment de. Et là, vous parlez on va on lobby vegan, quoi. Ouais, on va dire grosso modo, en tout cas, moi, ou végétalien. Moi, ils font ce qu'ils veulent, mais en attendant, je pense que niveau santé, vaut mieux manger un boudin blanc d'un charcutier que de manger ces produits ultra reconditionnés. Moi, demain, je suis désolée. Si on se met autour de la table tous les jours avec, en effet, du pâté de campagne industriel, avec une clope, une bouteille de vin chacun et 3 éclairs au chocolat, on va pas être en bonne santé. Ça alerte sur le fait qu'en effet... Quoi, vous allez faire encore un truc sur l'éclair au chocolat là maintenant ? Non, mais en fait ce que je veux dire... Les pâtissiers vont appeler là. Non, mais ils peuvent appeler. Est-ce que demain, est-ce qu'on lapide place publique les vignerons ? Non, on dit juste que si tu consommes de l'alcool tous les jours, c'est mauvais pour ta santé. Oui, alors l'OMS dit plus de 50 grammes par jour, c'est-à-dire 2 tranches de jambon. Mais en fait, on demande juste d'être raisonnable. Oui. Et c'est bien. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Mais on peut pas comparer les produits des charcutiers traiteurs artisans et les produits industriels. Je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure. Vite, parce qu'il faut qu'on fasse la pause. David Baroche. On parlait de 21 jours de DLC pour les produits industriels. Nous les avons aussi, nous, ces 21 jours de DLC, dans nos charcuteries, contrôlés par des laboratoires, sans apporter de produits néfastes. Sauf que votre jambon, il n'est pas sous vide, hein. Il est souvent dans un plat au froid et vous découpez au fur et à mesure. Bien sûr. Est-ce que la conservation est la même? Ça va s'oxyder un petit peu, franchement, sur l'entame. Mais en fait, moi, par exemple, dans la boutique, on les tranche et on les met sous vide. Et nous avons 21 jours de DLC. Ah, bah voilà. On se sert quand même des outils modernes. En tout cas, merci. Merci, Raphaël Aumont, d'avoir été avec nous. Je vais vous libérer, hein, parce que la recherche a besoin de vous, Raphaël. Et transmettre. Merci à vous. Allez manger. Vous avez le droit à une bonne tranche de jambon, hein, de chez votre artisan. Il y en a un à Orsay, pas très loin de chez vous, que j'aime beaucoup, Sylvain Gadon, qu'on salue d'ailleurs, qui fait un très bon jambon. Allez, bonne journée. Au revoir. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, on prend des nouvelles d'un copain. Le copain, c'est le cochon. On dit bien copain comme cochon, comme le signalait David Baroche, charcutier de métier et restaurateur, qui est avec nous ce matin en studio, accompagnant de Mélissa Djabourian, la présidente des charcutiers du Grand Paris. Oui, parce qu'on prend des nouvelles du cochon qui va pas trop bien, mais ça va déjà mieux. Depuis 3/4 d'heure, on a un peu déroulé le tapis quand même. On a retrouvé un petit peu le sourire. Oui, tout est parti en fait, vous savez très bien, de l'énervement de certains politiques autour de la consommation de cochons, parce que chacun fait du clientélisme, chacun veut s'attirer certaines voix de certains électeurs. Alors du coup, on monte en épingle le cochon, qui est un bouc émissaire tout trouvé, que ça soit par philosophie ou par politique. Eh bien, là, ce matin, on se redonne un peu du courage. On a appris quand même que le cochon reste la première viande consommée en France. Oui, la viande de porc, c'est la première consommée en France, grâce notamment à la charcuterie française, hein. Bon sang, le saucisson, ça compte quand même. Et le jambon va mal, parce que depuis 10 ans, il est un petit peu montré du doigt par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que c'est cancérigène. Mélissa Djabourian, la présidente, est venue nous dire c'est un scandale, on va les attaquer en diffamation. Alors, je tempère en disant c'est quand même le jambon industriel qui est montré du doigt. Seulement, pour l'OMS, qui ne connaît pas le particularisme de nos charcutiers traiteurs français, évidemment, ça passe un peu sous silence. Je dis français, mais en Italie aussi, il y a de beaux artisans charcutiers. On va dire, artisans France, Espagne, Italie. Hein. L'Europe latine est quand même bien lotie en artisans autour du cochon. Et justement, on n'a pas parlé d'un truc, David Baroche. On a beaucoup parlé du jambon cuit, qui est pointé du doigt. On a parlé des sels nitrités qui sont mis en cause. Et là, on peut le comprendre. L'abus de ces sels nitrités, ça a beaucoup baissé, l'utilisation des sels nitrités. Mais on n'a pas parlé de jambon sec. Enfin, le jambon cru, il n'y a pas de sels nitrités, normalement. Dans le jambon cru, il n'y a pas besoin. Il n'est pas nécessaire. Alors, encore une fois, on va reparler des industriels
qui effectivement ont mis pendant des années du sel nitrité dans les produits asséchés. Oui, le saucisson notamment. Ben là, on peut comprendre c'est haché, donc ça peut-être ça protège et ça garde un peu plus d'eau à l'intérieur. Oui, effectivement, mais aujourd'hui, les artisans charcutiers que je défends, et tu le sais, et vous le savez, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de mettre de sel nitrité dans nos produits secs. Ça n'est pas nécessaire. En tout cas, notre jambon blanc, il retrouve des couleurs, il redevient rose, un petit peu comme nos joues ce matin, Mélissa, parce que on sent que, on va dire que le métier est bien gardé, parce qu'il y a un regain d'intérêt de la jeunesse pour le métier de charcutier traiteur, fabricant, hein, parce que aussi, il faut dire, pendant 20 ans, il y a beaucoup de marques de jambon qui vendaient des jambons entiers, et vos adhérents allaient se fournir souvent chez des grands distributeurs de jambon entier qu'ils mettaient à la découpe, sans trop dire d'ailleurs que c'était pas fait chez eux. Voilà, exactement. Et puis c'est encore le cas avec des métiers qui font ça, hein. D'autres métiers qui vendent des jambons blancs soi-disant maison, pas du tout maison. La charcuterie, elle vend en poupe parce qu'on sort des stéréotypes. On fait aussi autre chose que de la charcuterie. On est traiteur, on est les précurseurs, et vous le savez bien, de beaucoup de choses. Voilà, on a fait ça depuis toujours. Et on propose des crudités, on propose du traiteur, on propose des plats cuisinés. Et il n'y a pas que de la charcuterie dans nos charcuteries, et depuis la nuit des temps. Et en tout cas, je ne pouvais pas terminer l'émission sans apporter un petit peu de baume au cœur de ceux qui considèrent encore le jambon beurre comme un emblème de la gastronomie française, et j'en suis. Parce que je trouve franchement que une bonne baguette, un beurre de bonne aloi et le jambon qui va avec, le jambon de Paris qui va avec, on fait pas beaucoup mieux. C'est ce que s'est dit Christophe Thomas, que j'ai avec moi au téléphone ce matin, qui a ouvert une sandwicherie. Et là, il vient d'ouvrir la deuxième d'ailleurs à Paris, qui s'appelle Ficelle, où le jambon beurre est quand même le best-seller, non Christophe? Oui, bonjour Vincent, oui tout à fait. Le jambon beurre, oui, ça reste le best-seller. Nous, on a 17 recettes, donc je peux vraiment vous dire que le jambon beurre, ouais, c'est ça qui est intéressant. Alors, pas 17 recettes autour du jambon, on a 3 recettes autour du jambon. D'accord. Blanc, voilà, un jambon blanc beurre classique avec ou sans cornichon, ou alors un jambon avec un Saint-Nectaire, un beurre au 6 poivres, ou un jambon avec un gouda à la truffe. Donc, on a fait quelques variantes. Mais tout ça pour vous dire que oui, le jambon beurre est évidemment le top du top, les best-sellers de nos ventes de sandwich quotidiennement, que ça soit vente à emporter dans les boutiques, en commande de bureau, en livraison, ou pour la partie événementielle. Oui, le jambon beurre a évidemment de beaux jours devant lui, et fort heureusement, parce que je pense que, comme vous le disiez, un bon jambon, un bon beurre, une baguette croustillante. Et vous, c'est de la ficelle. Une ficelle, voilà, la ficelle. Donc avec un meilleur équilibre entre le jambon et le pain, moins de pain, mais beaucoup plus raffiné. Donc c'est vrai que avec le saucisson, ce sont les deux, les deux moments. Vous nous faites plaisir. Les charcutiers, ils sont contents. Christophe, ça fait combien de temps que vous avez ouvert la première boutique Ficelle? 3 ans, non? 3... Oui, à peu près 3 ans, 2 ans et demi, dans le 10e arrondissement, petite boutique. Et là, vous venez d'ouvrir la deuxième, preuve que ça marche alors. Voilà. Oui, le sandwich à la française a de beaux jours devant lui. D'ailleurs, il faut dire qu'on vend beaucoup plus de jambon beurre en France que de hamburger encore, hein. Heureusement. Tout à fait. Moi, j'avais lu avant de travailler et de monter Ficelle qu'il y avait un jambon beurre lors du déjeuner en France vendu toutes les 11 secondes. Alors, je sais pas si si on peut le vérifier ou pas, mais il est évident. Ouais. Ah, il peut se battre le M jaune derrière, hein. Il peut s'accrocher, hein, je peux vous dire. Et on compte pas les croque-monsieur dans les cafés et les bistrots français, hein. Exactement. Ouais. Non, exactement. Et les coquillettes jambon. Et les coquillettes au jambon. Les coquillettes au jambon. J'ai accompagné mon fils avec 30 élèves à une sortie scolaire. Il y avait un pique-nique, et je peux vous dire que sur 30, il y en avait au moins 20 qui avaient des jambons beurre. Bah oui, mais parce qu'ils savaient que vous veniez, Mélissa, c'est pour ça. Ils voulaient vous faire plaisir, ils vous faisaient de l'œil. Christophe, vous avez dû être surpris, hein, on va en terminer parce qu'on arrive au bout de l'émission et j'ai encore faim. Vous avez dû être surpris parce que quand on lance un concept de sandwicherie, évidemment qu'on se dit il faut faire différent, il faut faire nouveau, il faut trouver des marqueurs forts qui nous identifient, qui nous différencient de la concurrence, et paf, le best-seller, c'est le jambon beurre. Ça a dû vous faire drôle.
Ouais, ça m'a. J'étais pas vraiment surpris parce que pour moi, voilà, quand on a créé Ficelle, et surtout avec cette petite baguette particulière qu'on a du mal aujourd'hui à retrouver en boulangerie, il y avait vraiment tous ces souvenirs liés à l'enfance, du bon rillette de cornichon, du jambon beurre du bistrot, où moi j'allais avec mon père, avec l'œuf dur sur le comptoir, la partie de flipper et tout, donc il y a cette espèce de Madeleine de Proust. Et pour moi, ça restait un incontournable et un indémodable. Et preuve en est, quoi. Aujourd'hui, on a moult concurrents qui se lancent ou des projets un peu plus, on va dire, variés, des sandwichs chauds, exotiques. Mais le jambon beurre restera le jambon beurre. Appelle-le. Et Christophe, soyons clairs, hein, vous avez donné la recette en un mot. Globalement, un mauvais jambon beurre, c'est celui où il y a plein de mie, pas beaucoup de beurre, juste une tranche fine de jambon, alors que le bon jambon beurre... Et puis un pain un peu ramollo. Voilà, le pain croustillant, avec un bon rapport, avec peu de mie, beaucoup de croûte, dedans, bien beurré, et la chiffonnade, c'est mieux une chiffonnade que la tranche fine, hein, parce qu'au moins il y a du volume en matière de jambon. Voilà, vous avez tout dit. Merci Christophe, je vous souhaite beaucoup de succès avec la deuxième ficelle à Paris, dans le 17e, hein, si je ne m'abuse, je crois. Dans le 8e, mais pardon, dans le 8e. On ira voir sur Internet. On va aller voir. On ira voir sur Internet. On va venir goûter. Et je remercie également Mélissa Djabourian qui est venue à corps et à cri défendre ces artisans charcutiers du Grand Paris. Et le jambon de Paris, il faut qu'il reste à Paris. C'est comme le football. Ici, c'est Paris, c'est ce qu'on devrait dire dans les charcuteries. Oui, en mangeant le jambon de Paris. C'est ça. David Baroche. On y va. Et on en trouve évidemment à la brasserie Baroche, du jambon de Paris. Bien sûr, et à la maison Baroche surtout, et à dans la le 9e. maison Baroche. Voilà mes amis, l'émission s'achève et vous savez quoi, je vais aller me faire un jambon beurre moi. Maintenant, direction les infos de 11h et ensuite vous retrouverez Jean-Marie Bordry et son choc des idées. Bon dimanche à tous à l'écoute de nos programmes, sandwich à la main, si vous ne l'avez pas déjà avalé. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.